Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siama Mokrane, Customer Success Manager chez Man & Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architectes, ingénieurs en bureau d'études, maîtres d'œuvre ou directeurs de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Quand on parle de BIM, la question du contrat spécifique, du droit, ne fait surface qu'à l'occasion de litiges. C'est pourtant un volet à ne pas négliger dans un contexte où les processus digitaux sont partie prenante des projets. Pour évoquer ces mutations, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître David Richard, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit de l'immobilier et de la construction. Au fil de son parcours, il s'est spécialisé en matière du droit du BIM. Il est membre fondateur de BIM for Legal, qui est un centre de ressources pour retrouver de la documentation, des contrats types et poser vos questions aux juristes de la communauté. Pour les rejoindre, rendez-vous sur le groupe LinkedIn du même nom. Et BIM, David, c'est à vous. Bonjour Siem. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, une question simple pour commencer à chaque fois. J'aime demander à mes invités quelle est leur définition du BIM et quand est-ce qu'ils sont tombés dans la marmite. Alors ça tombe bien pour la définition parce que pour nous, juristes, c'est un aspect important. Traditionnellement, on retient 3 éléments. La donnée qui se transforme en base, cette base de données qui devient une maquette numérique 3D, donc qui est l'avatar de l'immeuble à construire ou de l'ouvrage à construire, et puis la collaboration permet la digitalisation. Pour certains, c'est plus la maquette, pour d'autres plus la base de données, pour d'autres plus la collaboration, mais je pense que l'ensemble définit assez bien ce qu'est un processus BIM pour un juriste. Alors pour ce qui est de la question de savoir comment je suis tombé dans la marmite, je dirais que c'était assez simple et un peu par hasard. J'ai quelqu'un de ma famille qui travaille dans la construction qui m'a demandé à un moment ce qui se passait sur le BIM. On était à peu près aux alentours de 2014. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment travaillé sur le sujet. Je me suis donc, j'ai cherché des informations, j'ai regardé un petit peu ce qui se produisait, j'ai interrogé un certain nombre de praticiens dans le domaine et j'ai grandi, je dirais, avec le BIM depuis cette période. De votre point de vue de juriste, qu'est-ce qui change avec l'arrivée du BIM dans le secteur de la construction ? Alors, il y a des choses qui changent et puis des choses qui restent identiques. Je dirais que sur le fond, on est toujours sur un processus qui tend à la production d'un immeuble, d'un ouvrage ou de la réhabilitation d'un équipement immobilier. Donc ça change pas finalement. Il y a beaucoup d'acteurs qui restent les mêmes, mais il y a aussi des nouveautés. On va utiliser de nouveaux outils. Ce sont par exemple les logiciels. On a de nouveaux acteurs. C'est par exemple le BIM Manager, qui va avoir un rôle un peu de chef de projet sur la question du BIM et qui va être responsable de la construction numérique. Et puis, on a aussi des acteurs traditionnels qui vont voir leur mission évoluer et qui vont intervenir dans le process BIM. Le premier d'entre eux, c'est l'architecte, mais pas seulement. Il y a aussi les bureaux d'études et puis, bien sûr, les entreprises réalisatrices qui vont également fournir des données et donc participer en parallèle de la construction de l'immeuble à la construction de l'immeuble numérique. À ce propos, David, est-ce véritablement un changement de culture et comment l'accompagne-t-on ? Pour partie, je pense qu'il y a un changement de culture parce que, en général, on oppose, c'était le cas il y a assez longtemps, on oppose, on va dire, la culture du bâtiment, la culture du réel à la culture immatérielle, numérique. Et donc ça reste un petit peu. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que pour construire, il fallait être aidé par des techniques nouvelles et donc par des process de numérisation. Donc le changement culturel est progressif et se met en place. Mais bien sûr, il y a besoin d'un accompagnement important dans la mesure, si vous voulez, où il y a aussi une question de génération. Il y a des gens qui sont un peu plus anciens que d'autres dans les équipes et qui ont besoin de faire un effort d'adaptation un peu plus important. Pour certains autres, ce sera l'inverse. Aujourd'hui, on est avec tout un tas d'outils numériques autour de soi et donc on va
passer plus facilement vers ces process d'un point de vue professionnel. Et puis, il y a aussi, je dirais, à réfléchir à des nouvelles méthodes de travail. On parlait de collaboration tout à l'heure. Et d'un point de vue juridique, c'est intéressant parce qu'il y a des normes, notamment les normes ISO, qui permettent de structurer ces nouvelles façons de faire. Et donc, là encore, ce sont des normes nouvelles, donc des approches nouvelles, et il y a un petit effort d'adaptation à faire autour d'elles. Alors justement, par rapport à si on s'appuie sur ces normes, lorsqu'on commence à parler, de contrats, est-ce que cela nécessite justement de s'adapter à ces normes et de faire des contrats spécifiques dans un contexte où le BIM est mis en œuvre sur des projets? Et comment on peut l'insérer dans ces contrats justement? Alors effectivement, à partir du moment où on va considérer que le process BIM, si vous voulez, va servir un petit peu de guide ou de référentiel, c'est selon, à la construction, de l'immeuble, il faut lui donner une certaine réalité juridique, simplement pour avoir, des garde-fous. Alors comment on fait? C'est assez simple. Je parlais tout à l'heure des, acteurs traditionnels qui voyaient leur mission légèrement modifiée par rapport au BIM. Eh bien, dans leur contrat, on va insérer des clauses BIM, c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'ils doivent faire par rapport au processus BIM. Les acteurs nouveaux, comme le BIM manager, lui, c'est un petit peu différent. Et donc, l'ensemble de son contrat va être dédié au BIM et il va y avoir un effort à faire de ce point de vue-là. Et peut-être ce qui change le plus, c'est que finalement, on est sur un processus transversal qui implique de la collaboration. Donc, en parallèle, je dirais, des contrats liant chacun des intervenants au maître d'ouvrage, on va avoir une sorte de socle commun. Alors, d'un point de vue technique, c'est la convention BIM, mais il faut aussi avoir un socle commun juridique, par exemple, pour régler la question de la propriété des données. C'est tout bête, mais le code civil n'a pas de disposition en la matière, donc il faut le prévoir, et donc on va avoir une disposition précise dans ce domaine. Donc je dirais que il y a différentes approches en fonction, on va dire, du degré d'implication de l'acteur dans le processus BIM. Alors justement, l'un des acteurs principaux, dans un processus BIM est bien la maîtrise d'ouvrage, donc le client final. Que peut-elle mettre en œuvre justement cette maîtrise d'ouvrage pour l'adaptation de cette démarche? Alors, en fait, effectivement, la maîtrise d'ouvrage est le client final, mais c'est aussi la première pierre de l'édifice. Et je dirais que c'est un acteur particulièrement important qui doit quelque part s'impliquer. Alors, tous les maîtres d'ouvrage n'ont pas la même ambition vis-à-vis du BIM. Il y a des gens, et je pense que c'est pas critiquable, qui vont considérer, si vous voulez, que c'est important d'avoir des processus digitalisés, mais que eux n'ont pas à intervenir. Donc, ils vont déléguer assez précisément à des acteurs dont c'est le métier, la prise en charge du processus BIM. Donc ça, c'est une catégorie de maîtres d'ouvrage, on va dire, assez peu interventionniste. À l'inverse, il y a des maîtres d'ouvrage qui vont considérer que le BIM est un outil important pour, je dirais, se rapprocher de leurs opérations, mesurer le niveau de qualité de leur projet et également le coût, je dois dire. Et donc, ces maîtres d'ouvrage vont intervenir beaucoup plus précisément dans les processus BIM. Donc, on peut avoir des approches différenciées. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils doivent faire un petit effort, je dirais, de culture vis-à-vis de ces nouveaux outils et donner un peu le là de l'opération, quel type de processus BIM ils veulent, quel est leur rôle exactement dans ces processus. On sent qu'il y a beaucoup d'appétit chez les maîtres d'ouvrage autour de ça. Il y en a qui sont très très impliqués, qui ont compris qu'il y avait un virage qui était en train d'arriver et ils s'y préparent, notamment en montant en compétences en interne. Beaucoup aussi font appel à des professionnels, c'est l'AMO BIM. En général, il est à peu près obligatoire aujourd'hui d'avoir un AMO BIM sur le projet. Sa mission peut varier d'un projet à un autre, mais on aura toujours un professionnel qui va conseiller en amont, voire pendant le processus BIM, le maître d'ouvrage. Et puis, il y a aussi des efforts d'investissement qui sont faits sur les outils, de formation autour notamment des logiciels. On voit ça de plus en plus chez les maîtres d'ouvrage et encore une fois, ils ont un vrai appétit autour de ça. Je vous propose d'aller plus loin sur le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Que peut-elle mettre en œuvre d'un point de vue juridique? Alors, effectivement, je disais tout à l'heure que le maître d'ouvrage est le premier maillon de la chaîne et c'est lui qui va devoir organiser les choses, et y compris juridiquement.
Je pense que la première chose qu'on demande au maître d'ouvrage, c'est de savoir exactement ce qu'il veut, définir son besoin par rapport au processus BIM, quel qu'il soit. Encore une fois, on peut être interventionniste, peu interventionniste, on peut avoir un processus plus ou moins développé. À mon sens, il n'y a pas de problème d'être dans l'une ou l'autre de ces catégories, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut et être cohérent par rapport à son projet. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr de traduire ça dans les contrats. On ne peut pas demander à des professionnels tout et n'importe quoi. L'expertise BIM est une expertise relativement fine qui demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc on ne peut pas se contenter dans un contrat de dire je veux du BIM pour avoir à la fin une maquette, je dirais, qui décrive totalement l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Et je vois ici et là des maîtres d'ouvrage qui peuvent être déçus. Alors, comme tout le monde, ils apprennent de leurs erreurs. Et ensuite, lorsque vient le projet suivant, ils font l'effort que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire définir leurs besoins, traduire ça dans les contrats, et puis en parler avec les professionnels avec lesquels ils travaillent. Quid du partage des responsabilités, David, dans les projets BIM? Comment se protéger juridiquement? Alors d'une certaine façon, la réponse est assez simple, puisque dans le cadre de la construction d'un immeuble, on a un régime de responsabilité particulier, qui est celui de la responsabilité décennale, qui est un système très protecteur, très dur aussi pour les acteurs de la construction, que ce soit la maîtrise d'œuvre ou les entreprises réalisatrices. Et donc se pose la question de savoir si ces nouveaux acteurs liés au processus BIM, et notamment le BIM manager, est concerné ou pas par cette garantie décennale. Il y a beaucoup de discussions autour de ça qui ne sont pas inintéressantes d'un point de vue juridique. Je pense qu'en pratique, à mon sens, le BIM manager est un acteur du processus de la construction, et donc il est important pour le maître d'ouvrage d'avoir un acteur assuré comme les autres, donc qui va bénéficier de la garantie décennale, et pour le professionnel, c'est aussi important de souscrire ce type d'assurance. Alors, il est clair que ça a un coût, que ce coût, on va le répercuter sur le client, hein. Quand un BIM manager souscrit une assurance décennale, il va payer un peu plus que s'il avait une simple assurance de responsabilité. Alors, je ne veux pas donner de chiffres, mais je pense que une assurance de responsabilité civile professionnelle va coûter aux alentours de 2 500 € et une assurance décennale plutôt aux alentours de 10 000 €. Donc, il y a un delta, et évidemment, le BIM manager ne va pas conserver ce coût pour lui, va le transférer à la maîtrise d'ouvrage, mais je dirais que c'est le prix à payer aujourd'hui pour être tranquille, tant du côté de la maîtrise d'ouvrage que des professionnels. Et le droit à la propriété intellectuelle? Alors, je vois que vous avez bien préparé le podcast, parce qu'effectivement, la question de la propriété intellectuelle est le second gros sujet autour du BIM. Je dirais que c'est un vrai sujet, qu'il faut le préparer. Il faut prévoir dans ces contrats un certain nombre de dispositions au regard de la propriété intellectuelle, mais je dirais que ce n'est pas un sujet qui pose de problème particulier. Encore une fois, si on met aucune disposition dans ces contrats vis-à-vis de la propriété intellectuelle et qu'on utilise des droits qui appartiennent à d'autres personnes, on risque d'avoir des problèmes. Mais à partir du moment où on règle ça contractuellement, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté particulière. En fait, il faut agir en matière de propriété intellectuelle comme on agit en matière de propriété foncière. On ne peut pas construire sur le terrain de son voisin, même si aujourd'hui vous construisez votre maison de 2,5 cm sur le terrain de votre voisin va pouvoir aller au tribunal et demander à ce que votre ouvrage soit démoli. Eh bien, je dirais qu'en propriété intellectuelle, on est un peu moins dur, mais il y a aussi des règles à respecter. Et il faut respecter la propriété de chacun. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent finalement dans la construction d'un immeuble numérique. Il y a par exemple les industriels qui vont fournir un certain nombre d'objets. Il y a le maître d'œuvre qui va arriver avec sa maquette projet, qui a un certain nombre de droits, notamment en matière de droits d'auteur. Donc il faut protéger chacun de ces acteurs de façon à pouvoir construire de façon satisfaisante, un petit peu comme la personne qui construit sur son terrain et pas celui de son voisin. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des objets qui ont été produits, par exemple dans sa maquette? Je pense à un architecte qui remet une maquette avec un savoir-faire, c'est-à-dire le développement d'objets spécifiques liés à son métier. Est-ce que j'ai le droit de les réutiliser, moi, en tant qu'acteur, je dirais, du projet, et qu'est-ce que je risque?
Alors, je dirais qu'il y a différents aspects. L'architecte, c'est un acteur particulier. Lui, il dispose d'un droit d'auteur fort sur le projet architectural. Et à partir du moment où vous utilisez la maquette de l'architecte, il vous faut son autorisation. Même si c'est une simple reproduction du projet architectural sans particularité d'un point de vue numérique, vous devez avoir son autorisation et ça, il faut le régler contractuellement. Sinon, il va venir vous voir en disant que vous utilisez sa propriété sans son autorisation. Donc, l'architecte, il y a cette spécificité-là. Mais on peut imaginer que dans la maquette de l'architecte, il va disposer de droits d'auteur qui ne sont pas forcément liés à son projet architectural, mais qui vont être liés, je dirais, à son savoir-faire en tant que BIM manager. Et de la même manière que le projet architectural est protégé par le droit d'auteur, ces objets, ce savoir-faire peut être protégé au titre, je dirais, de son intervention en matière de BIM. Et donc, de la même manière, il faut régler ça d'un point de vue contractuel. Donc, soit il vous autorise à le faire, soit il vous autorise pas. Et dans ce cas-là, il faut pas le faire. En général, les professionnels acceptent une reprise de leur propriété, mais ils demandent aussi à être rémunérés pour ça et c'est assez normal. Et puis, ils peuvent aussi souhaiter limiter l'utilisation, c'est-à-dire faire en sorte que leur propriété soit utilisée dans le cadre du projet. Par exemple, si vous construisez une école, eh bien, ce que va vous fournir votre architecte va être limité à ce projet de construction d'école. Si vous allez construire un collège 2 kilomètres plus loin, eh bien, il faudra à nouveau lui demander son autorisation pour utiliser ce qu'il a produit pour le projet école. Bon, ça nous fait une petite transition parce qu'on parle donc des données produites et donc pour produire ces données aujourd'hui, on met en œuvre, je dirais, une nouvelle génération de logiciels. Est-ce que, selon vous, on doit cadrer les pratiques d'utilisation des logiciels autour du projet? Oui, mais je crois que, enfin, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, si vous voulez. On part d'une période où tout le monde fait un petit peu comme bon lui semble, je dirais. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'outils, il y a beaucoup de métiers. Pour chaque métier, il y a des outils. Et donc, aujourd'hui, je dirais que ce sont un peu les acteurs eux-mêmes qui définissent presque un peu dans leur coin les outils qu'ils vont utiliser. C'est important de conserver cette liberté, puisque, comme on dit dans le bâtiment, de bons outils font de bons ouvriers, donc il faut garder cette proximité. Mais c'est clair qu'il va y avoir aussi des exigences côté de la maîtrise d'ouvrage, voire côté même des BIM managers, pour avoir un peu plus de lisibilité sur les outils, d'autant que l'usage des outils a une influence sur ce qui va se passer après la construction de l'immeuble et son exploitation. Donc aujourd'hui, j'ai un exemple en tête assez précis où on a des maîtres d'ouvrage qui d'ailleurs ont monté en compétence sur le BIM, comprennent beaucoup mieux l'enjeu qu'il y a derrière les logiciels et vont imposer un certain nombre de logiciels dans leur projet. Ils sont aussi soucieux, d'une façon générale, les maîtres d'ouvrage, de l'utilisation de formats, notamment des formats IFC. Et en fonction du logiciel que vous utilisez, parfois les transferts en IFC n'ont pas toujours la même qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est une préoccupation de plus en plus forte. Et puis, dans les logiciels, il y a différentes familles. Il y a des logiciels dits propriétaires, des logiciels dits libres. Et donc, quand on est face à un projet, il est aussi important de savoir comment se positionner par rapport à ce type de logiciel. On ne peut pas utiliser des logiciels libres n'importe comment. Il y a aussi des règles. Et puis, pour les logiciels propriétaires, il faut un certain nombre de droits pour les utiliser, et notamment des licences. Et il est important de régler tous ces aspects-là. C'est en train de se faire et je pense que clairement, c'est quelque chose qui va monter en puissance avec le développement de la compétence des acteurs, mais surtout de la maîtrise d'ouvrage. On ne parle pas justement beaucoup de ces droits d'utilisation des logiciels. C'est pas quelque chose qui apparaît finalement dans les contrats ou dans les exigences des maîtrises d'ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire qu'un maître d'ouvrage va demander une livraison d'un format IFC, mais il ne va pas exiger quelque part une conformité à ces acteurs dans les droits d'utilisation de leur licence. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le cadre d'une exigence maîtrise d'ouvrage ou pas ou... Alors, il y a différents aspects dans cette question. En général, dans les marchés, on distingue entre les marchés publics et les marchés privés. En marché public, vous avez un certain nombre d'exigences qui sont liées à la commande publique, où finalement,
La maîtrise d'ouvrage va avoir des exigences, mais je dirais qu'elle ne peut pas les affirmer aussi simplement qu'en marché privé. En marché privé, à l'inverse, il est tout à fait possible pour un maître d'ouvrage d'avoir des exigences. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles commencent à être formulées, ces exigences, parce que les maîtres d'ouvrage comprennent mieux l'importance des logiciels, et notamment des logiciels dans le temps, de la cohérence aussi des logiciels des équipes qui vont participer au projet avec leur propre logiciel. Donc on voit que les choses commencent à se mettre en place, et c'est vraiment quelque chose qui va se développer et pour lesquels la maîtrise d'ouvrage va encore avoir besoin, je pense, d'un accompagnement, notamment de la part des AMO BIM, mais c'est quelque chose qui va se renforcer au fil du temps, c'est évident, puisque en fait, la maîtrise d'ouvrage devient un propre acteur, et peut-être un acteur plus important dans le temps que les acteurs qui participent à la construction, puisqu'ils interviennent avant le projet et après le projet, et qu'ils ont également des logiciels. Donc il faut qu'il y ait une continuité numérique, et ça passe par un certain nombre d'exigences en matière d'outils. On a vu l'aspect digital dans les outils. Qu'en est-il de la digitalisation du droit du BIM ? Alors oui, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est certain. Le droit même se digitalise. On travaille de plus en plus avec des outils digitaux. On est à l'heure de ce qu'on appelle la justice prédictive, c'est-à-dire une justice qui va être finalement basée sur ce qu'on appelle le big data. Donc nous-mêmes, on est en train de se digitaliser, et quand on regarde ce qui se passe dans le domaine de la construction et de l'immobilier, il y a plein d'événements autour de la digitalisation, et le mouvement est en train de s'amplifier. Il y a très peu de temps, c'est-à-dire le 1er janvier, on est passé à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire que quand je veux déposer mon permis de construire, j'arrive plus à la mairie avec mes 36 exemplaires format A4 et des plans dans tous les sens. Je peux passer par une plateforme dédiée à cet effet et déposer mon permis de construire sous format digital. Donc ça, c'est une avancée importante qui va se développer. Il n'y a pas encore de connexion avec les process dont on vient de parler, et notamment le BIM, c'est-à-dire que les services instructeurs n'utilisent pas des outils BIM pour instruire les permis de construire, mais il est clair qu'à terme, ça va être le cas. On peut imaginer des développements en matière de référés préventifs. Aujourd'hui, c'est quand même des pratiques assez anciennes et assez lourdes. Donc, je pense que la digitalisation fera beaucoup de bien. Il y a la question de la preuve, de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Les outils numériques vont être très utiles en matière d'établissement de responsabilité. Ils vont être aussi assez durs. Donc, il y aura des développements de ce point de vue-là. On peut aussi imaginer des contrats un peu plus digitaux qu'on les a actuellement, c'est-à-dire des relations contractuelles qui seront finalement gérées par des logiciels. On a un développement assez important de nos masses de contrats. Je pense qu'à un moment, il va aussi falloir gérer ça d'un point de vue digital. Il y a des contrats dits intelligents aujourd'hui qui commencent à faire ça et à déclencher des événements seuls, sans intervention d'un juriste. Par exemple, si vous intégrez dans votre contrat qu'à telle étape, vous devez envoyer une demande de paiement, on peut imaginer avec des systèmes de reprise de ce qui se passe sur le terrain, que le contrat valide l'arrivée à telle étape, par exemple la mise hors d'eau, et donc va envoyer la facture au maître d'ouvrage correspondant à la mise hors d'eau. Et alors, peut-on rêver d'une signature électronique de la maquette numérique ? Oui, on peut en rêver, et je pense que c'est même déjà en train de se mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la particularité de l'architecte et de son droit d'auteur. Dans son droit d'auteur, il y a un droit et même une obligation à signer ses plans, et donc la maquette électronique. À partir du moment où la maquette devient électronique, il faut que la signature de l'architecte devienne électronique, et donc on aura ce système-là, et on l'a déjà, qui a été mis en place. Pour faire un petit retour en arrière sur le permis, la dématérialisation du permis de construire, c'est poser la question de la signature de l'architecte du permis de construire. Et donc, on n'a pas réglé la question en intégrant un système de signature électronique dans le permis de construire
numérique, mais on a remplacé la signature de l'architecte par son numéro d'ordre. Vous savez que les architectes ont un numéro d'ordre, et donc pour identifier l'architecte qui a participé au dépôt du permis de construire, il ne signe plus dans la version numérique du permis de construire le permis de construire, mais il met son numéro d'ordre. Je ne sais pas comment ça va se passer par rapport aux maquettes numériques. Ce serait peut-être intéressant de reprendre cette notion de numéro d'ordre, mais d'une façon générale, le Code civil aujourd'hui considère que la signature électronique et l'écrit électronique vaut l'écrit traditionnel. Donc je pense que oui, on va avoir des choses comme ça se mettre en place assez rapidement. Bon, ce sont des sujets passionnants qu'on aimerait évoquer encore bien longtemps. Et justement, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent continuer la discussion avec vous, comment peuvent-ils justement prolonger l'échange avec vous, David ? Alors, vous le disiez tout à l'heure, je fais partie d'un groupe qui s'appelle BIM for Legal et qui peut être retrouvé assez facilement sur LinkedIn. En ce qui me concerne, je travaille pour un cabinet qui s'appelle Lextera. Donc, vous tapez ça, vous arriverez assez facilement sur mon site internet. Et ensuite, il y a un système pour me joindre, poser une question ou même m'appeler sans aucun problème. Ou passer par Man & Machine. Ou passer par Man & Machine, bien évidemment. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Man & Machine pour continuer la discussion avec David. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.